Alors, c'est la première ronde. Vas-tu envoyer Todd Ewan sur Jeremy Roenick? M'as-tu passé par un beau innocent, moi, dans la Ligue nationale? M'a passé par tout un beau innocent. Bonsoir à vous, chers fans groupies ameutés que vous êtes. Il est-tu bon, ce thème-là? Il est excellent. Ça rentre au poste. J'adore ça. Puis envoyer Todd Ewan sur Jeremy Roenick, hein, c'est pas une bonne idée, il faut croire. Bienvenue à ce 17e, ça passe vite quand on s'amuse, épisode d'un podcast nommé Les Chevaliers de la Première Ronde. Et oui, avec ma grippe, c'était moins évident, mais on m'appelle quand même Charlie Gonzo, Faneuf, le grippé. Puissance Ryan Reeves sur la Hockey Tablette, comme toujours. Et je suis évidemment en compagnie de mes deux chevaliers de l'assaut en studio, dans le boudoir. Comment ça va, les boys? Ça va mal, Charlie. Comme d'habitude, finalement. J'ai extrêmement mal à l'entreclouche. Le fameux entreclouche de Olivier. Tu me demandes pas pourquoi? Non, ben je pourrais, mais... Non, mais laisse faire, c'est beau, regardez pas une autre fois. Surtout qu'on l'ajoute à Wikipédia, l'entreclouche. Oui, l'entreclouche. Tu sais, quand tu te fais une nouvelle copine, Charlie, oui. Tu sais comment c'est? Tu essaies de retourner toujours d'où ce que tu viens. Oui, il y a ça aussi. C'est ça que j'essaie de faire. Mais... C'est bon. Hey, j'ai une question pour toi, Charlie. Vas-y donc. C'est à quel moment dans une relation que ton bat commence à changer de goût? Parce qu'à un moment donné, il arrête de... En tout cas... Ça, il faut que tu manges des kiwis, selon ce que j'ai dit. Ce qu'ils disent. Bon, on fera une recherche. Oh boy. Et du côté de Charles... Toi, comment tu vas? Ben là, j'étais déjà angoissé, pas pire, mais là, Olivier vient de m'achever. J'étais sacrateur. Hein, c'est pas aussi pire que Mathieu Baron, là. Ça, c'est lui qui se demande si on va l'oublier après son rôle dans Unité 9. Ah, lui? Ouais, c'est ça. C'est lui qui joue la gardienne lesbienne? Exact, okay. C'est ça. Donc, puis j'ai ma tuberculose grimpante aiguë qui est de retour, hein, on peut le sentir dans ma voix. Oui, ça paraît. Mais Olivier m'a aidé avec mon suppositoire d'eucalyptus tantôt, fait que ça devrait bien aller. Je te l'ai dit, le truc, c'est l'huile végétale, Charlie. Oui, et voilà. Ouais, mais moi, je t'en ai déjà parlé aussi. J'en avais donné plein de remèdes. De grand-mère. Ouais, la tisane à la guimauve, tu l'as-tu essayé? Ça va venir. Ça va venir. Je suis au chômage, j'ai le temps. Puis, un vilain défaut qu'il y a, Charlie, il écoute pas quand on y c'est ça. Ma meilleure qualité, c'est d'être sur le chômage en ce moment. Ouais, puis, il y a la fête des neiges qui a été annulée à cause de l'hiver. Ça, c'est quand même spécial. C'est comme annuler les feux d'artifice à cause d'un ciel dégagé. Ouais, entre autres. Oui. Puis, ou à cause du brouillard. Ouais. Puis, il y a les maudits Patriots de la Nouvelle-Angleterre au Super Bowl. Pas vrai? Oui, là, je sais ça. Oui, on te coucher, toi? Ouais, je vais aller me coucher, puis je sens mon cœur badge que dans mon hémorroïde. Hey, là, les jaloux, là. Moi, je les aime, les Patriots, OK? C'est pas mais évident. Va te coucher. Pour toi, ouais. On va aller se coucher. Je pense que je vais juste pas écouter le Super Bowl. On sait déjà ce qui va arriver. Il est quand même assez beau, merci, Tom Brady. Oui, c'est vrai qu'il est joli. Bon. Il est joli. On a donc Olivier Daigneault, toujours là, fidèle au poste, avec sa voix aussi chaude qu'un Patrick Bruel, après quelques verres en trop, mais tu sais, Jaggermeister, tu sais. Ben oui, les mains baladeuses. Et voilà. Mais attention avec ça, parce que regarde ce qui s'est retrouvé Eric Salvaire à cause de Jaggermeister, c'est... Et effectivement. Too soon. Anyway, Olivier, as-tu amené mes seringues neuves? Oui, bien sûr. Parce que c'est pas que je veux me shooter à vitamine C là, directement dans l'entreclouche, comme tu dirais. L'entreclouche, oui. Mais j'ai vu ça passer cette semaine. Il y a un gars qui s'est injecté du sperme dans le bras afin de soigner ses maux de dos. Mais c'est pas là que ça va, Charlie. Faut que tu t'injectes ça ailleurs. Ouais. Parce que, je sais pas, moi, les maux de dos, j'ai jamais réglé ça avec... Moi, c'est injecté souvent, mais pas dans le bras. Jamais dans le bras. En tout cas, moi, te dire si ça marche, je sais pas trop, mais les ressources, c'est pas ça qui manque ici. Non, il y en a plus que t'en veux. Comment dit-elle, pseudo-officiel, là, je sais plus si ça vaut la peine d'en parler. Ben, parce certainement, que, c'est Jägermeister. Canada. Canada, bien sûr. Oui. Entre autres, on l'achète au Canada. Puis, juste pour vous dire... C'est non officiel parce qu'encore une fois, c'est des commanditaires qui nous payent pas, on les dit que c'est non officiel. Ou qui nous donnent rien. Mais ils nous aident avec le podcast. C'est ça, ils nous donnent rien. Mais le Jägermeister Canada nous a quand même liké. Ouais, sur Twitter, ils sont déjà en avance sur les brasseurs du monde, là, pas qu'on veut... Là, on travaille fort pour que la pizzeria Marconi nous fasse des rabais aussi. Là. Ça s'en vient. Alors, on a également Charles Bussière de la Hamel Premier, bruiteur officiel du podcast, mais aussi capable de parler. C'est un must. As-tu amené mon bruit de... Parce que j'essaie toujours de te surprendre. Là. Cette semaine, ça va être mon bruit de Sean Payton, coach des Saints, quand il a réalisé qu'il n'y avait pas de pénalité sur le pauvre Tommy Lee Lewis avec 1,49 à faire. Zut, flûte, cacaboudin. Solide, hein? Ça ressemblait à ça. Je pense que c'est ce qu'il a dit. Je pensais que tu allais m'amener le bruit d'Arnold quand il gueule là, après le prédateur. Là. Ça devait plus ressembler à ça dans sa tête, là, le cri de guerre, mais bon, c'est correct. Non, mais j'ai été du côté léger. Vous pouvez aussi insérer un mime de Bird Box de votre choix. Là. Tout à fait. Parce que honnêtement, il fallait être aveugle. Et nous avons également Jonathan Paré en ligne. Toujours là?
Oui, ça va bien, vous? Et ça va très bien, merci de demander. Jonathan est un jeune journaliste assidu de l'Impact de Montréal. Tu démoules chez La Première Ronde, puis ton curriculum vitae est déjà assez impressionnant. Tu es chroniqueur sportif à 106,9 FM Mauricie, collaborateur à CJMD 96.9 Lévis et également collaborateur soccer à 92.9 CFUT, puis j'en passe, c'est des meilleurs. Prends une gorgée, Charlie. Oui, ben ça, c'est la grippe. Hein? Donc, mes hommages à toi et merci d'être là aujourd'hui. Ben, merci à vous. Puis d'ailleurs, très belle initiative de mousser un peu le site de La Première Ronde. Je trouve que c'est une façon extraordinaire de le faire. Hein. Sur les intraweb, comme on dit, là, c'est toujours, je pense, une façon de rallier tous les gens. Puis continuez comme ça, les gars, parce que d'après moi, là, on va rattraper certains sites traditionnels très bientôt. Là. On n'aimera pas de nom. Non. c'est bon, C'est pour bien ça que j'ai dit. dit traditionnel. Oui. Voilà, traditionnel. Traditionnel ou crémeuse. Et avant de commencer, on va jouer au tout sauf fameux jeu des questions insipides, mais ô combien importante. Oui, tout à fait. Vous êtes prêts? Ah oui, toujours. Excellent. Donc, pour le prochain Super Bowl, quelle personnalité connue aimeriez-vous avoir dans votre salon? Il y a des choix de réponse. On a Michael Irving, c'est cool. T'as pas besoin de passer au Nacho Libre parce qu'il faut la poudre. On a Charles Hudon et Jordy Ben. Question de monter l'estime de soi. Ah ben oui, tu vas être le pourquoi king pas? dans le salon. Ben oui. Puis, on a Anne-Marie Lozic parce que si le show de la mi-temps est plate, elle va pouvoir t'animer ça ta soirée avec son lancer de la balle de ping-pong sans les mains. Sans les mains, Ouais. ben, c'est magique. Du côté d'Olivier. Ben moi, c'est Ric Flair en chess. Ah oui, puis bien huilé. Ah oui, c'est ça. Wouh! Et voilà. Et du côté de Charles? Ben, moi, je vais prendre Tom Brady, parce que s'il était avec moi, il pourra pas être sur le terrain pour gagner un autre Bon, Super les Bowl. jaloux C'est encore. bon, ça, Jaloux, c'est bon, on va jaloux le encore. séquestrer, molester, tous Voilà. les synonymes. Jaloux. Par le temps, ben, c'est peut-être un bon gars aussi. On ne sait jamais. C'est sûr, il a l'air délicieux. Ah, et du côté de Jonathan? Moi, ben, je vais peut-être vous surprendre, mais c'est Paul McCartney, le célèbre Beatle. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir faire un show de la mi-temps durant tout le match, en même temps d'écouter le match. Si les commentaires sont pas très bons, ben, au moins, je vais pouvoir avoir une image avec du son très bon. Là. Ah, ça, c'est excellent. Une très bonne idée. Mais sinon, on a son pseudonyme René McCarthy qui opère à Joliette dans un karaoké. Oui. C'est moins cher. Peut-être qu'il va être prêt à venir chez vous. René McCarthy. Il est pas pire. René McCartney. Ben, il y a les trois quarts du nom déjà, c'est pas pire. Ouais. C'est déjà bon. Oui, quand même. OK, c'est bien. Alors, parlant de lunch, bon, on a tous vu le banquet, le fast-food offert par la Maison-Blanche. Donald Trump qui a accueilli les Tigers de Clemson avec du McDo puis du Burger King. Ah, mais donc, ben bon, ce super. Oui, puis on sait que le weed est légal à Washington. Fait j'espère qu'il y avait du monde de ces munchies là-bas. Fort probablement. Mais sinon, tant qu'à faire du comfort food de mauvais goût, avec quel plat auriez-vous aimé être reçu à la Maison-Blanche? La pizza 2 pour 1 aux 5 viandes. Pas sûr c'est quoi la viande qu'il y a là-dedans. La 5e, c'est quelle? Là? Je sais pas, mais c'est du synthétique. Un craft dinner au ballonné. Puis, Ah, ben oui, pourquoi pas. c'est dans Schlaga, c'est numéro 1. Ou des ramen au fromage et au spam, puis également accepté au Paris pâté. Olivier. Ben, un steak de belloni avec une passe, on parle d'un un lunch de luxe. Là. Ouais, Quand même, c'est mon genre. Maison Blanche, j'arrivais. Écoute, oui. Et du côté un de Charles? demi-pouce. Ben, être républicain, j'aurais pris du kimchi, plat national de la Corée du Nord. Ou si j'étais démocrate, des tacos, burritos et tout ça pour les amis du Mexique à Donald. Eh non, mais il est C'est politisé. un intellectuel, Il est le politisé, Twitter, c'est c'est extraordinaire. Du côté de Jonathan. Ben écoute, moi c'est sûr que je vais y aller avec, tu l'as mentionné d'entrée de jeu, Oui. je pense que je pourrais mettre un à côté des ramen, là, peu importe la saveur que tu aurais, mais j'aurais une espèce de grosse poutine servie sur un banquet avec une fontaine de sauce, avec des frites, du fromage à volonté, du petit Québec. Et c'est sûr et certain que... Du petit Québec à la Maison-Blanche. Ouais. Non, ouais. c'est ça, ben... Puis c'est-tu Stormy Évidemment, Daniel qui te l'amène? Oui, Stormy Daniel Non, qui c'est nous ça, sert ça. Pour faire un petit clin d'œil à notre gestion de l'offre ici. Là. Ah, il y a un autre ouais. intellectuel avec Ouais. nous. Ah, ben ouais, ça va voler haut, ce show-là. Excellent. Il va y avoir Donc, des hauts et des bas. Ouais, surtout des bancs. prochaine question, parce que c'est le Blue Monday aujourd'hui, fait que c'est la journée la plus déprimante de l'année. à Donc, fait, je suis qu'est-ce qui déprimé. vous déprime le plus? Ah. On est être encore pogné pour regarder Tom Brady sourire de toutes ses pips aux dents. S'en aller au Super Bowl pour la 25e fois de sa carrière. Être encore pogné pour regarder Marc Bergevin sourire de toutes ses Pepsodents. On n'a pas de commandite de Pepsodents. Mais il va s'en aller en série, même si on avait gagé 20$ avec Alain de la shop, qu'il se ferait sacrer dehors avant Noël. Ou être pogné pour regarder le bulletin de météo qui nous annonce qu'il va encore neiger cette semaine. Ben oui, esti, décroche, c'est l'hiver. Ben oui. Olivier. T'écoutes, tu sais, quand je disais, il écoute pas tantôt, je te l'ai dit, j'ai mal à l'entreclouche. Ouais. Ça, c'est déprimant, mon vieux, là.
C'est quand ça fait mal à l'épicer, là. Ben moi, Ben, c'est ça. Ça te prend un peu de... Après ça, il te demande de sourire, tu sais. C'est pas évident. Non, c'est pas évident. Et du côté de Charles? Moi, je compte les jours avant le début de la saison des Alouettes, puis ça me déprime. Là, depuis que j'ai appris qu'il allait re-signer Ernest Jackson. Là. Ça, c'était un peu assez quelle, quelle belle décision, hein? Ouais. Et du côté de Jonathan? Ben écoute, je t'avais mentionné ce matin que moi, c'était le numéro 2, Marc Bergevin, mais je me suis ravisé parce que j'ai écouté les nouvelles en fin d'après-midi. Là. Écoute, c'est épouvantable. On dirait qu'au Québec, on n'a jamais eu de neige de notre vie. Ouais. Ça fait les scandales dans nos journaux, dans nos nouvelles. C'est maintenant rendu que le ministère des Transports nous demande de rester chez nous comme si c'était l'apocalypse à un moment donné. Je pense que, tu sais, on est habitué d'avoir de la neige depuis longtemps. Puis s'il fait pas beau, ben tu restes chez vous, point à la ligne. Là, à moins vraiment que tu sois quelqu'un qui soit pas conscient de ce que tu es capable de faire. Mais honnêtement, c'est pas la première fois qu'il neige cet hiver. Puis je vous annonce, les boys, que ça sera pas la dernière. Non, c'est ça, hein, comme on dit, reviens-en puis amène tes Traction Aid. Là. C'est ça. C'est la saison du Netflix and Chill, puis faut en profiter. Et voilà. Moi, c'était la photo de Kendall Jenner avec son acné. Hein, ça m'a vraiment rendu triste. Ouais. Il y avait aussi le nouveau pantalon string choquant de Jennifer Lopez. Puis il y a même Meghan Markle qui s'est fait traiter de grosse dame. Ça m'a rappelé que... peu, oui, ouais. Ça m'a rappelé que maudit que c'est raide d'éplucher le sac de chips à jeun lundi matin. Hein? Pas facile le chômage. Ouais, fait qu'on vient de se chauffer l'ambiance bien comme il faut. Puis là, je parle pas de la fois où non, il fait juste trop frais. Je me souviens plus de l'effet que ça fait de se chauffer l'ambiance. Ça a gelé. Ouais, à part quand que Brittany Larson publie une photo. Ah, là, ça réchauffe. Là, hein? ça nous réchauffe le cœur. Donc, avant de commencer, évidemment... Oh, yeah, hi. Ce podcast est offert en format néo-cheap et la devise qui est de mise avec le néo-cheap est la suivante. Vous êtes prêts, tout le monde? J'en prendrai pour $1. Ah, on n'a pas eu Jonathan, mais c'est encore mieux. Non, c'est ça. Parce qu'avec Skype, on n'était pas sûr si tu allais l'avoir en même temps que nous autres. Puis justement, on n'avait pas envie de t'envoyer une bière par Uber aussi loin que ça. On n'a pas les moyens. Non, on n'a pas les moyens. Alors, justement, Jonathan Paré, tu vas nous parler de l'impact. Puis c'est surtout en fonction du début du camp d'entraînement. Donc, la première question, c'est est-ce que c'est encourageant ou c'est inquiétant face à la nouvelle saison? Ben écoute, je pense que c'est encourageant. Là, il y a plusieurs facteurs en sorte que c'est encourageant. Pourquoi? Parce que d'abord, on a un coaching staff qui est stable cette année. L'année passée, on a vu que Rémi Garde était arrivé, connaissait peu la MLS, arrivait avec des interrogations un peu comment fonctionnait la Ligue, comment un peu bâtir le camp d'entraînement en fonction de la saison, parce que je suis pas sûr que lui, il s'attendait à ce que son équipe joue 3 matchs, mettons, en 7 soirs. Tu joues quasiment aux 3 jours avec le championnat canadien, avec des longs voyages éreintants. On sait que dans la MLS, ce qui arrive, c'est que les joueurs, là, ils partent pas le mardi pour jouer le dimanche. Là. Ils partent le samedi, des fois même le vendredi. Donc, quand tu vas jouer dans l'Ouest, exemple à Portland, à Seattle, tu as le décalage horaire qui est là-dedans. Donc là, je pense qu'avec le camp d'entraînement qui va commencer officiellement demain, parce qu'aujourd'hui, c'était la journée de déplacement, si on peut dire. Là. Ça va en Floride. Aujourd'hui où aujourd'hui où les gars se rencontraient à l'aéroport. Hey, les gars, ça fait longtemps qu'on s'est pas vus et tout. Et là, ben, ce qui arrive, c'est que là, ils sont partis. Tout le monde a dit unanimement aujourd'hui que ça allait être éreintant, ce camp d'entraînement. Là. Et justement, là, Robert Duverne, lui, qui est préparateur physique de l'Impact, leur a préparé toute qu'une préparation là, en vue de ce camp-là. Moi, je pense que c'est encourageant. Les gars savent à quoi s'en tenir. Et surtout la façon dont le deuxième moitié de saison a fini l'année passée. Ben, je pense que tu veux pas, faut que tu rentres dans le moule. Puis tu sais, tantôt, on va parler des nouveaux joueurs qui sont arrivés, mais c'est pas des gars qui sont étrangers au style de Rémi Garde. Là. C'est ça, Rémi Garde a vraiment prévenu les joueurs que l'accent allait être placé sur le conditionnement physique, puis tous les joueurs sont au courant que ça va être ça. La première phase du camp d'entraînement, c'est de se remettre en forme, mais il disait, là, il mentionnait pas que ça allait être plus intense que l'année dernière. Donc là-dessus... Ben, c'est sûr, puis c'est parce que l'affaire qui arrive aussi, c'est que ton camp dure 1 mois et demi, hein. Donc c'est sûr et certain que tu sais, veux pas, faut que tu sois structuré, faut que tu structures aussi tes programmes d'entraînement, tes comment je pourrais dire, là, tes plans pour essayer de faire évoluer ton équipe dans ton camp d'entraînement. L'année passée, le camp d'entraînement de Rémi Garde, c'était de connaître ses joueurs, de mettre en place exemple, les joueurs aux bonnes places. Mais là, cette année, c'est de consolider ce qui a été fait l'année passée. Là, c'est de partir sur de meilleures bases. Là, il y a 1 mois et demi pour préparer l'équipe encore plus que ce qu'ils voulaient l'année passée. Mais c'est encourageant
Rémi Garde, écoute, c'est tout qu'un entraîneur, là, avec tout ce que j'ai lu sur lui en France, où il a passé en Europe. Donc, il n'y a pas de raison que l'Impact de cette saison ne soit pas bien préparé en ce début d'année. Ben, je pense qu'on va avoir une équipe de l'Impact vraiment à l'image de Rémi Garde. Il y a eu quand même plusieurs changements l'année passée. Il y en a eu dans l'entre-saison, mais les joueurs là, ont commencé à le connaître aussi. Donc, je pense que ça va être une équipe complètement différente. Ben, écoute, c'est sûr que dans les départs, il y a le gros départ de Rod Fanny. Ça, c'est sûr que c'est plate, sauf que c'est victime du plafond salarial. Hein. On dit souvent à Montréal avec les Canadiens, c'est Plekanec à 6,5 millions. Il me semble que c'est beaucoup. Tu sais, à 800 000, je le prendrais. Dans le cas de Victor Cabrera, c'est un peu la même affaire. Le défenseur central de l'Impact, c'est un gars qui prend une place internationale en plus. Puis c'est un gars qui gagne cher sur la masse salariale, donc c'est très dur de le remplacer. Il faut dire que dans la MLS, tu as le droit à 8 joueurs internationaux seulement. Et là, tu peux pas requérir Rod Fanny sans laisser une place internationale de libre. Alors là, c'est un jeu de ping-pong à savoir qu'est-ce que tu veux faire. Là, c'est sûr que tu as changé des Chris Duval, un peu là, si tu me permets l'expression, le bois mort là, qui jouait plus avec l'Impact, des Michael Salazar, des Louis Ballan-Goyette. On a fait un certain coup de balai. Ça, je suis content là-dessus. Ouais. Mais les gars qu'on a amenés, des Harry Novillo, le français, lui est porté à remplacer Alejandro Silva. Je pense qu'il l'a appris la semaine passée quand Silva a signé avec l'Olympia en Uruguay. C'est sûr que là, Novillo arrive. Il l'a vu passer sur Facebook, je pense. Hein? Ouais. Mais ça, c'est complètement... Juste avant que tu poursuives, je sais pas si tu as le goût d'un peu d'aborder le sujet, mais j'ai trouvé cette histoire complètement irréaliste, le départ de Silva. L'équipe en Uruguay faisait déjà la promotion de Silva, puis le transfert n'était même pas complété. En fait, ils ont même dit, si on atteint je sais plus combien de billets de saison, on va aller le chercher. C'est incroyable, cette histoire-là. Oui, puis en plus... Ce qui est pire là-dedans, c'est que pour utiliser l'image d'un joueur dans le sport pour une équipe, tu dois demander l'accord du joueur. Donc, Silva était autrement d'accord avec cette promotion-là. Puis j'espère, on n'a pas la vérité non plus absolue, mais j'espère et j'imagine qu'il avait informé la direction de l'Impact pour dire, là, regardez, moi, j'ai une opportunité de retourner en Uruguay. Vous avez l'opportunité de doubler le montant de ce que vous m'avez acheté. Donc, l'Impact l'avait acheté 2 millions. Ils l'ont vendu 4 millions. Et en même temps, je pense que ça ferait une bonne marge financière pour l'Impact qui a quand même investi en des Evan Bush cette entre-saison, encore sur Bakary Sagna qui revient. Donc, je pense que c'est pas qu'il était pas heureux à Montréal, mais je pense que c'était quelqu'un qui a eu de la misère à s'intégrer au départ. Par la suite, quand la saison est arrivée, là, on a senti quand même que ça allait bien. C'est sûr que là, pour l'instant, là, c'est Harry Novillo nécessairement qui pourrait peut-être le remplacer. Sauf que le problème là-dedans, c'est qu'Harry Novillo n'est pas nécessairement constant. Et ça, c'est une autre chose que chez lui, on va essayer de corriger. Tu sais, l'année passée, il était présent à quelques pratiques de l'Impact, il était pas sous contrat. Mais là, c'est parce que là, tu arrives, tu vas prendre la place d'un gars titulaire comme Silva. J'espère que tu vas faire ta place parce que là, Jason Vargas ne fait même pas le voyage avec l'équipe parce qu'il va se faire prêter au Chili. C'est ça. Ça, c'est une autre affaire là, que l'Impact n'avait pas prévu, je pense. Puis du côté départ et arrivée là, pour ce camp d'entraînement-là, là, est-ce qu'il y avait autre chose dans le mouvement de personnel ou c'est pas mal ça là, qu'il faut retenir? Je pense que le problème actuellement, c'est que je pense qu'il faut s'en tenir à ça jusqu'à maintenant. Ouais. À moins que d'autres équipes dans la MLS, à la conclusion du camp, soient déçues de certains joueurs et décident de les rendre disponibles. Je pense que là, il n'y aura pas d'autres mouvements. Ouais, mais on en veut-tu? Est-ce qu'on veut des mouvements? Ouais. C'est ça. Mais tu sais, là, actuellement, la fenêtre internationale est ouverte depuis le 1er janvier. Mais il y a des équipes, si, exemple, un joueur avait été malheureux dans son équipe en Europe ou un peu partout, il serait déjà vendu. Là, rendu le 21 janvier, ça arrive un peu tard, à moins que tu es en négociation. Puis là, tu sais pas trop qu'est-ce qui va se passer. Peut-être que ça peut durer, mais on veut éviter un autre Jimmy Briand, saga Jimmy Briand Montréal. Ouais. Et je pense que là, pour l'instant, on fait avec ce qu'on a. Puis là, finalement, tes attaquants, c'est Maximiliano Urruti que tu as été chercher, excellente acquisition, mais s'il se blesse, tu tombes avec Anthony Jackson-Hamel.
Et là, ben, je pense que tout le monde va tomber en chagrin quand on va le voir jouer parce que Anthony Jackson-Hamel, c'est pas nécessairement le joueur le plus constant et le joueur le plus talentueux que tu veux là. Ouais. Surtout si un gars talentueux comme Urruti se blesse, là. Ben, en fait, Jackson-Hamel peut amener sa part à l'attaque de l'Impact, mais c'est plus un gars que quand il a été vraiment dominant, c'est quand il est embarqué comme à la 65e, 70e minute, là, quand tout le monde est fatigué. Exactement. Lui, c'est un puncher, puis c'est là qu'il a connu du succès. Quand il devait jouer tout le match, c'était plus difficile. Puis j'ai l'impression que s'il y a une faiblesse que l'Impact a peut-être pas réglée cette année, c'est vraiment au poste d'attaquant. On a laissé partir là, Mancuso, avec qui ça n'a pas fonctionné l'an passé. Il y avait eu des bons flashs à son arrivée avec l'Impact, là, mais récemment, ça a été plus difficile. Puis, il y a l'autre joueur aussi là, qui avait un nom compliqué que j'arrive pas à me souvenir. C'est Amarikwa. Amarikwa, exactement, que lui non plus, on a décidé de ne pas conserver ses services. Juste quand on avait fait son acquisition, on n'a pas réussi à make Amarikwa great again. Hein? Exact, oui, c'est carrément ça. OK. Donc, la prochaine question, c'est au niveau du repêchage de la MLS, parce qu'on se demande si c'est une nécessité ou si on devrait tout simplement l'abolir, selon toi. Écoute, c'est n'importe quoi ce repêchage-là. Uh-huh. Parce que juste avant le repêchage, l'Union de Philadelphie a changé ses 5 choix au FC Cincinnati pour essayer d'aller chercher de l'argent d'allocation. Honnêtement, ce repêchage-là veut rien dire. Puis, tu sais, regarde, l'Impact a laissé aller ses choix de 3e et 4e ronde. Pourquoi tu penses? Parce qu'il n'y en a pas besoin. Puis, le problème des collèges américains au soccer, c'est un peu le collège, un peu le problème plutôt, excusez-moi, de ce qui s'est passé dans les dernières années au hockey, dans les collèges américains. On se rappelle, à un moment donné, il y avait une vague où il y avait peu de joueurs américains qui sortaient de la NCAA. Pourquoi? Parce que les gars jouaient pas beaucoup de matchs, les gars avaient pas beaucoup d'actions. Ça, c'est avant que le programme américain s'améliore et qu'on trouve de nouvelles façons de mousser un peu la ligue de la NCAA. Mm-hmm. Mais tu sais, dans le cas des universités américaines au soccer, on s'entend que c'est rien à comparer au hockey ou au football. Hein. Donc, les gars qui sortent de là ont pas joué beaucoup de matchs. C'est pas des gars qui ont beaucoup de millage. Et c'est sûr et certain que ton repêchage, quand tu arrives là, ben tu repêches 1 ou 2 gars et c'est très rarement des joueurs qui vont percer ton alignement à court terme. À part, exemple, les choix 1 et 2, le reste du temps, c'est des gars qui vont jouer dans les clubs écoles, si on peut dire. Donc, si l'Impact avait un club école qu'ils avaient il y a 2 ans en passant à l'FC Montréal, ben on aurait peut-être pu les faire jouer là et les faire grandir un peu dans l'organisation. Mais je tiens à vous rappeler que Balou Tabla n'est pas un choix au repêchage. Il est rendu avec l'FC Barcelone. Des gars comme ça, c'est pas nécessairement des choix au repêchage, c'est des gars qu'on va recruter ailleurs. C'est pour ça qu'au soccer, en Europe, il n'y a pas de repêchage. C'est des recruteurs, des spécialistes qui s'en vont, comment je pourrais dire, là, scruter les ligues en Europe, en Amérique du Sud, en Amérique latine, en Asie, des choses comme ça. On va chercher les perles rares, on essaie d'amener les gars dans notre patrie. Et là, ben c'est sûr et certain que le problème avec la MLS, c'est que si tu peux pas amener les gars d'Europe, ben t'essaies de les former chez vous, mais sauf que le problème, c'est que si tu les formes chez vous, mais qu'il y a une équipe comme New York ou Los Angeles avec Ibrahimovic amène ce joueur-là de cette nature-là, ben t'es pas capable de compétitionner. Puis tu sais, moi je peux te donner l'exemple d'un gars comme Jack Harrison, qui a été repêché il y a quelques années par les New York City FC. On se rappelle, c'était le tout premier choix de la MLS, puis on se dit, lui, c'est sûr et certain que cet Anglais-là va arriver, puis va tout casser. Il avait marqué 14 buts en 61 matchs en 2 saisons avec New York City. C'était quand même assez bon parce que il était quand même sous l'emprise là, de David Villa, qui était lui le premier attaquant. Puis on se rappelle qu'il y avait eu Frank Lampard qui était là, Andrea Pirlo. Mais là, il est rendu avec Manchester City dans la première ligue. Et c'est pas un gars qui va revenir. Puis rappelez-vous aussi Kyle Larin, le capitaine qui était avec Orlando, qui est rendu en Turquie. Donc, tu sais, veut pas, ces jeunes-là qui arrivent, qu'on repêche et qu'on va chercher, ben veut pas, quand ils deviennent des espoirs prometteurs, ben ils s'en vont en Europe. Mm-hmm. Donc c'est pas l'effet inverse qu'ils font, c'est qu'ils s'en vont là. Puis le repêchage, de toute façon, FC Cincinnati qui ont eu les 5 choix de l'Union de Philadelphie, il y en aura pas un de ces choix-là, à part le premier en première ronde, qui va jouer cette année avec l'équipe, ça je vous le garantis. Là. C'est bon. Ben merci beaucoup, Jonathan Paré. C'est tout le temps qu'on avait pour toi cette semaine, mais c'est très instructif et c'est certain qu'on va te réinviter prochainement.
Au début de saison, Au début de saison, un autre spécial Impact. Là. Pourquoi pas? Ah, ben parfait. Merci beaucoup, les boys. C'était un honneur pour moi. Hey, bonne soirée, vieux. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Bye. Au revoir. Fait que là, normalement, on est rendu à ouvrir la deuxième bière, mais là, on n'a pas ça cette semaine parce qu'on a décidé qu'on boycottait les brasseurs On du les monde. boycotte pas, là, mais regarde. Là. On ça saute, qui est on saute un tour. On Ça saute fait un 16 épisodes qu'on leur donne une commandite Ils gratis. n'ont même pas donné une bière. Pas un ritien. Rien. Fait que là, Ça, là, dans on ce est temps-là, tombé là. sur le Jagermeister, puis ça finit là. Ben, c'est ça. Hein? Un autre petit shot, mon ami. Ah oui, donc, remplis-moi donc ça, là. Tiens, merci beaucoup. Bon, ben, elle est morte. Ah voilà, on l'a eu. On est passé au travers. Il n'y en a plus. Puis là, ben Charles, lui, il a quand même amené de la bière, mais Oui. il a Moi, ouvert, je suis pas très Jaggermaster. Je pense que pas ça de temps en temps, mais. Mais c'est quand même un bon Hey, choix, c'est là. peut-être notre futur commanditaire, dis-le pas. Ben, c'est ça, mais une fois de temps en temps, ce sera Ah, plus ok. régulier. OK. Oui. T'as quand même ouvert une Force 8, je pense. Oui, force vite. Grosse King Can, là. Ouais. Force vite. Il n'y aura pas de deuxième bière, il va en avoir Non. une grosse. Mais il va quand même avoir une chronique, puis c'est le fun parce que maintenant, chaque semaine, on ne sait pas de quoi tu vas nous parler. Fait que Ouais. c'est une surprise. C'est comme un une mystère. surprise. Voilà. Ouais. Mais d'ailleurs, la semaine passée, vous vous rappelez que j'avais parlé un peu du top 5 de ce qui allait m'intéresser en 2019. Oui. T'es pas déjà tanné? Ben, en fait, non, je suis pas tanné, mais je vais pas aborder aucun de ces sujets-là cette semaine. Ah, parfait. Et non, je vais y aller plutôt pour... je vous donne un petit indice sonore. C'est Ça ressemble à ma soirée d'hier, ça. Oui, puis c'est Ouais. les gangbangs d'après-midi à Brossard, ça? Ou... C'est exactement ça. C'est quoi qui se passe, là? Ben non, ben en fait, je vais vous parler de tennis. C'était Ah. une compilation des meilleurs moments de Maria Sharapova. OK, c'est Mais beau. j'ai pas l'intention de vous parler de Maria Sharapova non, Non, plus. parce que si tu nous avais mis Céleste, j'aurais pensé que c'était Oui. des films de QY. Exact. C'est une autre histoire. Non, mais ça, plus sérieusement, Oui. c'est le début d'une nouvelle saison, justement. Je vais vraiment parler de tennis. Hein. Ben, Avec l'Omnium d'Australie. Présentement, on est au début de la deuxième semaine de ce tournoi qui a vu le jour en 1905 quand même. C'est la 107e édition cette année. Et le tennis, c'est très populaire en Australie. C'est parmi les 4 tournois majeurs, c'est celui qui attire le plus de spectateurs au courant des 2 semaines du tournoi. L'an passé, il y a 740 000 billets qui ont été vendus pour le tournoi de l'Australie. Donc, Ben, c'est ça. Le tennis est plus populaire en Australie que le NASCAR à contre-cœur. Sûrement, certainement, oui. Ça dit tout. Oui, ça dit tout. Le tournoi est disputé à Melbourne Oui, depuis Melbourne. le début des années 70, mais Oui. avant, on se promenait un peu partout. Il y a même des éditions de l'Omnium d'Australie qui ont été tenues en Nouvelle-Zélande. Parmi les grands couronnés à ce tournoi-là, on compte Serena Williams qui l'a remporté 7 fois. Wow. Et du côté des hommes, il y a Djokovic et Federer qui l'ont remporté 6 fois chacun. Donc, une grosse domination de ces deux joueurs-là. Mais sur quoi je veux m'en aller, c'est que avec le tennis masculin, plus les années avancent, plus c'est pareil. Tu aurais pu arrêter de suivre le tennis en 2010, 2012, puis recommencer à suivre ça. Puis, ben, c'est toujours Nadal, Federer. C'est vrai, on est rendu là, hein, ça. Et Ça, c'est, Djokovic qui sont au top. Ça, c'est comme- les bains de format, là. Ça vieillit pas, ce monde-là. Ça vieillit pas, ce monde-là. Ben, c'est impressionnant là, de voir ces gars-là dominer encore après tant d'années. Ben oui, c'est ça. C'est comme pour présentement, les 3 premières têtes de série, c'est Djokovic, Nadal et Federer, là, dans l'ordre. Il y avait Andy Murray aussi là, qui a complété le quatuor de tête pendant plusieurs années, mais ce dernier va devoir accrocher sa Il a décidé raquette d'arrêter. sous peu et pris avec des blessures aux hanches et aux chevilles. Mais honnêtement, le tennis, c'est incroyable de voir des gars qui sont capables d'être dans la durée. Ouais. C'est très difficile sur le corps. C'est comme un marathon de sprint, le tennis, à Ouais, c'est gauche, à carrément droite. Puis tu sais, chez les femmes, t'as Serena Williams qui perdure dans le temps aussi. Ouais. Tu recules encore. Là, tu sais. Ben, elle a à peu près le même âge que Exactement. les autres. Par contre, en général, du côté des femmes, c'est un petit peu plus ouvert. un petit peu de changement à part Serena. Là. À part Serena, oui, c'est ça, exactement. Dans les dernières années, c'est sûr qu'il y a eu Nadal, Djokovic et Federer qui ont tous eu leur passage à vide, mais récemment, Djokovic est de retour en pleine forme. Il a 6 titres, comme je le disais tantôt, en Australie. Puis Une cystite, t'as dit? Une cystite, oui. Non, parce qu'il l'a laissé là-bas. Oui. Non, combien de titres? 6 titres. C'est pas évident. Cystite. J'ai compris une cystite. Une cystite, oui. Ça peut-être aussi, je ne sais pas, l'histoire ne le dit pas. Peut-être les deux. Ouais, Oui, OK. peut-être.
Ouais, Ou donc, les 6, on sait pas. c'est pas. Donc récemment, c'est ça, ça a été difficile dans la deuxième moitié de 2017 et au début 2018. Il a effectué des changements dans son entourage, opération au coude aussi, mais depuis son retour, il a remporté Wimbledon, le US Open, et il est maintenant premier au classement. Puis s'il poursuit sur sa lancée, je pense qu'il pourrait rajouter un 7e titre en Australie. Est-ce qu'on va voir une finale entre les deux favoris? Nadal est numéro 2, mais de son côté, l'Australie n'est pas sa place. Il n'a qu'une victoire et c'est en 2009. Ça commence à faire longtemps. On dit qu'il a peur des araignées. Ouais, c'est ça. Des C'est pas araignées. évident. Il se fait... Et toute la faune particulière de l'Australie. Ah non, moi, tu m'invites pas là-bas. Non? Je vais pas, non. Non, c'est trop loin. Les araignées, les serpents, les cobras. Et puis les kangourous, eux autres. Ben, les autres sont fins, là. J'ai misère à conduire à droite, mais j'ai une à gauche. Non, Prends l'autobus. Si tu prends L'autobus Uber, à gauche, quelque pas chose. question. Ah, mais de toute façon, tu vas pas en char en Australie. Ouais, c'est ça. Tu prends l'avion. T'as pour aller raison. là. Hein? Ouais, c'est bon. OK. Du côté de Nadal, lui aussi, il a eu des ennuis de santé, mais justement, en 2017, ça a été plus difficile, 2018. Mais son style de jeu très intense, Nadal, beaucoup d'usure sur son corps, les genoux, les poignets. Mais pour l'instant, ça semble bien aller. Il a atteint les demi-finales l'an dernier à Wimbledon et au US Open. Et il avait gagné Roland Garros, lui, il est vraiment le king de Roland Garros. Il a 11 victoires à ce tournoi-là, et ça depuis 2005. Et je pense que cette année, s'il maintient la santé, on peut quasiment lui envoyer le trophée par la poste. Il y a comme personne qui semble capable de rivaliser avec lui sur la terre battue. La terre à Paris. battue, hein. Il est pas capable, personne n'est capable de rivaliser avec la terre battue. Non, mais elle est trop battue. Elle est justement. battue. C'est ça. Battue d'avance. C'est battu par Nadal. Et voilà. Et voilà. La terre Nadal. Mais aussi, l'autre chose que je me posais comme question, c'est est-ce que 2019 va finalement marquer la fin de Federer en tant que membre de l'élite du tennis mondial? Ça fait des années qu'on dit que c'est terminé pour lui. Il était la 3e tête de série en Australie et le champion défendant de 2017 et 2018. Mais là, en fin de semaine, il s'est fait surprendre par le jeune, attention le nom, Stefano Tsitsipas. On était dans les Titi tantôt, ben on continue. Oui, c'était Tsitsipas. Lui qui est 14e tête de série à 20 ans seulement. Même s'il est plus aussi dominant que par le passé, Federer demeure compétitif et c'est certainement un prétendant à la victoire dans n'importe quel tournoi qu'il se présente. Ouais. Il est rendu quand même à 37 ans et il doit moduler son temps de jeu et faire l'impasse sur des portions de calendrier. Comme l'année passée, il a comme tout sauté la partie justement sur terre battue parce qu'il voulait pas se faire Ouais, battre. pas se battre c'est par ça. Nadal, Fait que- Moi aussi, j'ai 37, puis je module ma consommation de café, puis On va j'essaie dire comme de on moduler mes fibres. Ouais, c'est ça. C'est pas le exactement. même combat. C'est pas le même combat. Ouais. Mais non, il faut moduler. C'est quand très on important à 37 ans de oui, c'est moduler. ça. T'as-tu Je vu sais de- pas, mais je suis pas rendu là encore. Tu vas te rendre. Oui, ça s'en Au vient revoir. très vite en plus. Oh, oui. T'as sûrement vu le vidéo où quand Roger est sorti du court puis il est voulu rentrer au vestiaire puis que le garde de sécurité voulait pas le laisser passer Ah non, j'ai pas parce qu'il vu. avait pas sa badge. Ah, il n'y a pas sa badge. Ben, ouais. c'est Il ça. a été obligé d'attendre son entraîneur avec la badge. Parce que Sinon, ça passait c'est pas. sûr que si c'est nommé Roger, c'est pas comme Roger. C'est- hey, non, ça a c'est- moins de cachet. Mais Roger, il parle français. Ah oui, c'est Il vrai. t'a dit Roger. Oui, il est très culturé. Oui, très culturé. Oui. Oui. D'ailleurs, en 2016, plusieurs croyaient que c'était terminé pour lui. Il était aux prises avec des maux de dos et une blessure à un genou. Il s'est Mais- injecté Mais comment t'as dit ça? C'était il s'est injecté le injecté sperme. de sperme dans le bras, non? Non, je sais pas. Ben, peut-être. Il faudrait y demander. C'est là qu'il a pogné ça. Ça doit être là, c'est ça. Il a pris ça à Federer. Hé là là. Ma parole. Mais non, en fait, il n'en avait pas terminé avec le tennis. Il est revenu en 2017 où il a remporté l'Open d'Australie et Wimbledon. Il a aussi atteint la finale à Montréal. Oui. Et il a perdu contre Zverev. On s'en souvient. Ben oui. C'était l'été 2017. Et en 2018, il a poursuivi sur sa lancée en remportant le Millennium d'Australie en battant Marianne Cilic. Et quelques semaines plus tard, une victoire à Rotterdam lui permet de reprendre le numéro 1 du classement de l'ATP. À ce moment-là, il est devenu le plus vieux joueur à être Numéro 1. numéro 1 à Pas 30. pire pour un petit vieux, hein? Oui, c'est ça, c'est un peu. Je l'ai la 37. statistique. 36 ans et 195 jours, bien précisément. 36 et demi. 36 et demi. Ouais, c'est Ouais. pas mal et demi. On va laisser faire les décimales. D'ailleurs, Federer, il a été numéro 1 au cours de sa carrière pendant 310 semaines. C'est en fait des semaines, dont 237 consécutives. C'est quand même assez incroyable. Et tous ces beaux succès-là,
lui ont rapporté la maigre somme seulement en bourse, sans compter les commandites, la modique somme de 120 millions de dollars. Ah, ben, coudonc. Mais coudonc. Mais le pire, là, c'est que dans tout ça, malgré le fait que 120 millions, c'est beaucoup d'argent et qu'il compte 20 victoires en Grand Chelem, c'est pas lui qui est numéro 1 pour les gains au tennis. En bourse? En bourse, ce n'est pas lui. Qui est-ce? C'est Novak Djokovic qui en a 125 millions de son côté. Comment il a fait pour en gagner plus? C'est ça qui est bizarre. Ben, en fait, la seule explication que je peux... Ça, c'est une question de genouillère. Oui. Ben, en fait, je vais essayer de donner une réponse crédible. Ouais, ça serait le fun. Ben, en fait, le Federer, la majorité de ses victoires sont arrivées avant 2010, tandis que Djokovic, c'est surtout après 2010, donc les montants augmentés. Exactement, donc c'est l'inflation. L'inflation. Ça l'a inflationné son compte de banque aussi. Et autre chose, sûrement. Oui. Et donc, je vous disais que Federer a 20 victoires en Grand Chelem, mais ces 20 victoires-là se sont étalées sur une période de 15 ans, ce qui démontre sa longévité. Sa première victoire remonte à 2003 à Wimbledon et la toute dernière l'an dernier, en 2018, en Australie. Il a quand même remporté tous les tournois majeurs, sauf qu'il n'a qu'un seul titre à Roland-Garros en 2009. Ça a toujours été très difficile pour lui sur la terre. Quand Nadal était en pause pour cause de blessure? Ouais, je me rappelle pas en 2009 pourquoi. Non, mais je pense même qu'il avait réussi à battre Nadal en 2009. OK. Je pense que... Oui, il avait joué contre son hologramme. Oui, c'est ça. Mais l'hologramme était quand même pas pire. Il avait renvoyé quelques balles. Ça avait de l'allure. Il avait joué à oui. Oui, c'est ça. Mais d'ailleurs, parlant de Nadal, les deux, Federer et Nadal, se sont affrontés 38 fois au fil des ans et 24 fois en finale de tournoi. C'est quand même assez incroyable. Mais étant donné qu'ils ont été longtemps classés 1 et 2, ben, ils sont à chaque extrémité du tableau. Donc, la seule façon de se rencontrer, c'était en finale. Et Nadal domine la confrontation entre les deux, 23 victoires contre 15. C'est-tu est-ce que c'est un des plus grands duels là, comme entre deux athlètes de tennis? Là? Est-ce que ça bat un Agassi contre pas un Agassi contre Sampras? C'est une bonne question. Je ne m'y connais pas tant que ça en tennis et j'ai pas fait la... On doit pas être loin du record. Ben, probablement parce que autant Agassi a eu il a joué longtemps, mais il y a eu une grande période dans sa carrière où il était pas tellement là. Il a commencé à perdre ses cheveux. Sur la poudre. Il était sur la poudre. Il y a ça aussi. Plus de motivation et toutes sortes d'autres raisons. Mais je sais pas, j'ai pas fait la... Ça, on va y revenir. Exact, mais en fait... La semaine prochaine. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Tomber en passion. Mais c'est sûr que la rivalité Nadal-Federer, ça frappe l'imaginaire, mais en fait, celle contre Djokovic, ils se sont affrontés encore plus souvent, Federer et Djokovic, 47 fois. Wow. Ils ont échangé la petite balle jaune ensemble. Et Djokovic mène la confrontation 25-22. Quand même. Puis en faisant ces recherches-là, ça m'a un peu... C'est bizarre pareil que contre ces deux rivaux-là, qui sont les deux comme plus grands rivaux qu'il y a eu, il y a comme deux fois, les deux, il y a des fiches déficitaires contre les deux. C'est ça. C'est vraiment drôle. C'est exactement vers là que je m'en allais. Tu sais, il y a eu Federer, on a l'impression qu'il a dominé, mais contre les deux meilleurs, il y a des fiches perdantes. Par contre, si on jette un œil aux affrontements là, contre les joueurs qui sont comme juste la coche en dessous, là, comme les Stan Wawrinka, Del Potro, Ferrer, Berdych, Tsonga et compagnie. La coche en dessous qui nous clenche tous les trois d'une shot. Il pourrait jouer avec rien qu'une main, puis... contraire à celle qui joue d'habitude. OK, ça peut dire, parce qu'habituellement, il joue rien qu'une main. Parce que... de temps en temps, il en utilise deux. Oui, l'autre main. Mais avec l'autre main, j'aurais dû dire, ça aurait été plus simple comme explication. Mais tout ça pour dire que quand il joue contre eux, la domination est totale. Il perd pratiquement jamais. Comme par exemple, contre Tsonga, c'est comme 25 victoires, une défaite. Là, donc, c'est là qu'il a gonflé. Puis, au tennis, c'est comme... Plus que mieux que tu es classé, plus que c'est facile de te rendre parce que tu joues souvent contre des adversaires moins bons. C'est fait pour que les meilleurs se rendent vers les finales. Un meilleur, ça tire un classement plus cordial, disons, on pourrait dire. Oui. Dans le fond. Mais c'est ce qui devrait être le cas. Dans la majorité des cas, c'est supposé comme ça. Oui, ben c'est la même chose au hockey quand tu prends, par exemple, en série, comme le premier dans l'Est va jouer contre le huitième. Là, c'est plus maintenant. Là, c'est plus maintenant. Mon exemple n'était pas bon. Ouais. Ben, dans la NFL, ça marche encore. Ouais, au ballon qui poche, là, dans l'école Édouard Petit, là, moi, je te le dis, ça marche encore comme ça. Toi, t'as le droit à un bail. Ouais. Puis, donc, c'est ça. En fait, en terminant, je voudrais aussi
m'en voudrais de pas parler un petit peu des Canadiens sur la scène internationale. Évidemment, sur la scène internationale, il y a Eugénie Bouchard qui a eu un certain succès en 2014-2015, mais là, c'est plus difficile et on a l'impression que le succès est plus sur Instagram. Ben, c'est ça. Sur Instagram, par contre, ça fly. Oui. Mais, Skies de Gilles. Bon, bref, elle est encore jeune, donc on ne sait-on jamais. Elle a encore la possibilité de revenir. Et il y a une nouvelle phénomène, ça sonne un peu mal, là, mais la jeune Bianca Andreescu, elle a seulement 18 ans. Un gros tournoi la semaine dernière. Oui, qui a remporté un tournoi en Nouvelle-Zélande avant l'Open d'Australie. Elle n'avait pas remporté, elle s'est rendue en finale. Elle avait perdu en finale? Oui. Ah, Oh, désolé. C'est mon erreur. Elle a quand même fait bonne figure. Ben oui, elle a fait bonne figure, effectivement. Elle avait battu, entre autres, Caroline Wozniacki et Venus Williams. Excellent, oui. Puis elle n'a seulement que 18 ans et elle est classée 87e au monde actuellement. Son compte Instagram, lui, ça va comment? Ben, pas aussi cute qu'Eugénie. Non, c'est ça. C'est pour ça qu'on en entend moins parler. Et voilà. Oui. Ben, elle vient juste d'avoir 18 ans, donc peut-être... C'est une chance. C'est ça. Parlant de jeunes, il y a aussi Denis Chapovalov chez les hommes qui avait été comme sensationnel justement en 2017 ici à Montréal. C'est là que beaucoup de gens l'ont découvert. Lui, il a atteint la puberté, là. Bon, je pense que oui. Là. C'est ça. Ouais, je pense que oui. OK, c'est bon. On est sur le point de le voir émerger, là, pour de vrai. Oh, probablement. Mais il est quand même rendu... Il était 25e tête de série en Australie. Bon. Le seul problème, c'est qu'il a rencontré Djokovic sur son chemin et ça a été terminé. C'est des choses qui arrivent, ça. Mais... Il a été quand même le plus jeune à atteindre le top 30 mondial depuis 2005. Donc, c'est quand même une belle progression. Ouais. Et je pense que dans les prochaines années, il ne faudrait pas se surprendre de le voir compétitionner là, avec les Tsitsipas, comme je parlais tantôt, et Zverev pour les titres majeurs. D'ailleurs, parlant de Zverev, par hasard, hier soir... dimanche. Oui. Pour ceux qui nous écoutent, c'était dimanche. J'ai regardé un petit bout du match de Zverev contre Raonic et honnêtement, Zverev en avait une mauvaise dans le corps. Pour ceux qui ne connaissaient pas vraiment, c'est pas là qu'on a constaté son talent. Il était comme incapable de faire quelque chose, quoi que ce soit contre Raonic. Le service de Raonic qui est dévastateur aussi. Il lui envoyait des balles de feu à 220 km/h. Mais parlant de Djokovic, justement, il était classé 16e tête de série. De Raonic, tu parles? Raonic... c'est toi qui as vu du Jägermeister, c'est moi, là. Raonic? Ouais, t'as dit Djokovic pour ça. Oh! là, je m'excuse. Je l'ai pas pantoute aujourd'hui? Non, t'inquiète pas. On check. voilà. Raonic, j'ai-tu dit Djokovic? Ouais, non? tu te réécouteras. Ah, OK. On va le savoir après. Ça va se ramasser dans les bloopers Best-of numéro 2. Best-of numéro 2, on a hâte. Enfin, bref, tout ça. Moi, j'étais en train de checker des photos d'Eugénie, fait que j'ai pas écouté. Non, j'ai pas écouté. Je t'en veux pas, c'était pas une bonne raison. Bref, je terminerai sur cela. À 28 ans, Raonic, quand on voit les Nadal, Djokovic, et là, je voulais vraiment dire Djokovic. Oui. OK, c'est bon. Et Federer dominé, on peut encore penser qu'il y a des chances de peut-être gagner un titre de Grand Chelem. Ce serait vraiment bien qu'il puisse... Il n'est pas arrivé encore. Hein? Non, il n'est pas assez proche, mais ça pourrait être bien qu'il... Dans le fond, qu'il mette la main là-dessus pour couronner une carrière. Oui. Il a l'air gentil. Ben oui. Fait que donc, t'as plus de notes? Non, j'ai plus de notes, j'ai plus rien à dire. Excellent. Je suis assez mêlé de même. Mais c'était instructif, hein? On a appris beaucoup de choses parce que... Tu devrais parler de tennis à toutes les semaines. Moi, ça m'intéresse. On parle pas souvent de ça, puis c'est le fun, surtout l'hiver. Ouais, mais on fait juste l'hiver. Oui, surtout l'hiver. Oui, ça va être ça donne le goût de sortir ta raquette. Marcher dessus. Et voilà. Pour se sortir du balcon. Ben oui, mais en fait, le problème, c'est qu'on fait juste un podcast par semaine. Puis à chaque fois que je parle de quelque chose de spécial, tu me dis on devrait en parler plus souvent. Il va falloir faire plus de podcasts. J'ai dit ça pour tous les sujets sauf les alouettes. Ouais. Ah, c'est ça. Non, mais ça, on avait dit qu'on n'en parlait plus. Non, il y a ça. Mais là, on est correct, il y a de la neige, fait que là, il est pris en dessous. Il va falloir qu'on en reparle éventuellement, ça va commencer. Oui. Donc, on va maintenant passer au segment d'Olivier Daigneault. Là, si j'ai bien compris, il reste 2 minutes et quart. Ah non, t'as du temps en masse. En masse? Ben oui, c'est un podcast historique de 6 heures. Vous l'avez pas dit? Non. Parce que j'ai d'autres projets, Charlie. Ah non, t'as pas le temps pour ça. Oui. Écoute, en fait, semaine, il y a un gros combat, un gros gala. Oui, effectivement, au cabaret du Casino de Montréal. On regarde ça où, nous? On regarde... Ben moi, j'aurais aimé ça y aller. Je peux pas me présenter, Charlie, malheureusement. On regarde ça sur punchinggrace.com. On peut s'abonner pour une modique somme. Ben, je pense que juste pour le combat, ça coûte comme 10$. Mais je pense que tu peux t'abonner comme pour genre 20$ par mois, de quoi de même. En tout cas. Ben, OK, c'est la nouvelle mode. Puis là, t'as tous les combats, t'as tout ce que tu veux avoir sur Punching Grace. Tout ce qui concerne, bien entendu, Eye of the Tiger Management. Tu pourras pas voir ce qui se passe avec Eléder Alvarez, par exemple.
Tu vas être obligé de t'abonner à d'autres choses. En tout cas, ça commence à faire cher d'abonnement. Ouais, puis DAZN avec tout ça pour voir Canelo. Ben, si t'as cancellé le câble comme moi, ça revient kiff-kiff. Tu t'abonnes à une coupe de patentes de ce genre-là, puis t'es en business. Là. Ouais, exact. Il faut pas oublier Netflix. Parce que c'est là que ça se passe. Besoin quand t'invites quelqu'un à la maison. C'est 11$ par mois pour s'abonner à Punch. C'est 11$, puis c'est ça, t'as tous tes combats. Là. C'est pas juste celui d'en Non, c'est l'abonnement annuel. Là, c'est... Puis il y a des gars-là tous les mois, ou à peu près, je pense qu'il y en a en présence d'une quinzaine dans l'année. Là. Fait que t'en as plus que pour ton argent là-dedans. Là, ouais, ou sinon, c'est 60$ juste pour l'événement de samedi. Combien? 60$. Ben là, c'est ça, tu viens de t'abonner. Ça serait 60$ pour l'événement, mais 11$ par mois. Ouais. Non, c'est mieux de s'abonner. Ben là, tu vas en avoir d'autres. Là. Oui, puis t'as accès aux archives aussi. T'as accès aux archives, ils font des documentaires sur les boxeurs aussi, c'est quand même intéressant. Là. Excellent, oui. Fait que là, je pourrais pas me présenter au cabaret du casino. Tu sais, travail oblige, hein? Ben, c'est ça, hein? On a des vies, hein? On a surtout pas le salaire qui vient avec ça. C'est un job de chroniqueur de boxe, là. Fait que faut payer le loyer, Charlie. Ouais. C'est pas juste pour les chroniqueurs de boxe qu'il n'y a pas de salaire. C'est ça, c'est pour les chroniqueurs du cours, hein? Ouais. Fait que malheureusement, je ne pourrais pas être présent pour voir le sang de mes yeux, de mes propres yeux. Ouais. Je vais être obligé de regarder ça sur punchinggrace.com. Mathieu Germain qui met sa ceinture nord-américaine IBF des super légers à l'enjeu contre un dénommé Steve Claggett. Ça te dit-tu quelque chose, Steve Claggett? Moi, ça me dit quelque chose. C'est un Albertain, ça. D'après moi, une fois, j'ai éternué puis ça a dit Steve Claggett. C'est probablement ça qui est arrivé. Mais non, ça a juste dit Claggett. Pour le reste, je sais pas. Et Mathieu Germain, on parle de fiche immaculée, 16 victoires, aucune défaite, 8 par KO. G-Time, là, c'est tout qu'un boxeur. On s'entend qu'il est expéditif. Puis super léger, là, 140. On s'entend que c'est pas gros. Là. C'est vrai. C'est pas, des KO à ce niveau-là sont plutôt rares. Genre de gars que t'écœures dans un bar puis que tu te fais surprendre finalement parce que 140 livres. 140 livres, il a l'air d'un petit. C'est vrai. Hein? Moi, je suis plus gros que ça. Là. Puis, tu en manges une sincère. Oui. Mais Steve Claggett, son adversaire, 27 victoires. Parce que t'as un peu, je regarde mes notes. 27, 5 et 1 avec 17 KO. Il a déjà battu quelqu'un qu'on connaît. Il a infligé la seule défaite en carrière à Yves Ulysse Jr. En octobre 2017. Fait que ça a été son fait d'armes, si on peut dire. Uh-huh. C'est un solide client, Steve Claggett. C'est pas... il est pas dans les niveaux classements internationaux, dans les 15 premiers, puis que c'est pas quelque chose... C'est pas un adversaire que... Sauf que c'est un adversaire qui peut te mettre sa carte quand même, qui a battu des gros noms. Puis Mathieu Germain, je pense qu'il est rendu là dans son cheminement, rendu à 16 victoires, à son 17e combat finalement. Ouais. Je pense qu'il est rendu à affronter des adversaires un peu plus... qui vont le mettre sur la map finalement. Exactement. Puis Steve Claggett, c'en est un, justement, il va le mettre sur la map. Sur cette carte-là, il y a aussi beaucoup d'autres combats. Et comme tu peux le constater, il y en a comme une douzaine. Une grosse dizaine. Carte. Ah ouais, comme d'habitude. Sadridine Akhmedov, c'est un autre, c'est un de la filière... un de la filière à... The Tiger. Ouais. Qui... Non, mais c'est... Bon, je suis mêlé, il y a trop de Jagger dans cette histoire-là. Ouais. Tu veux dire de la filière des Russes, les Kazakhs. Les Kazakhs. Voilà, la gang de Kazakhs. Oui, parce qu'ils ont gagné pas mal d'argent, eux autres. Oui, quand même. En général. Je pense qu'il y a une genre de... Ils sont solides. Ouais, c'est ça. Qui va se battre sur les 150 livres contre Abraham Juarez du Mexique. Et encore une fois, une délégation mexicaine qui débarque le Mexique contre le Kazakh. Et voilà. Et il y a aussi... Sadridine Akhmedov, c'en est un à surveiller. Là. Quand on parle de ceux à surveiller... Là, comment tu l'as appelé? C'est Sadridine Akhmedov. Ah oui, OK. Quand même. Oui. C'en est hommage à la prononciation. Oui. Merci. Mon kazakh s'en vient de mieux en mieux. Oui, ben, c'est ça. J'avais la liste des boxeurs qui sont là, puis je voyais le nom, puis j'étais là, j'ai hâte de voir comment il va le prononcer. C'est là-dessus. Il y a Arslanbek Makhmoudov aussi, le poids lourd. Il s'est pratiqué toute la semaine, hein, ça paraît. Oui. Ça donne essayé d'y parler, puis Makhmoudov. Pour les prochains, ça va être plus facile. Ouais, là, on va tomber dans le plus, comment on dit, pure laine. Oui. Ah, d'accord. Mais Makhmoudov, c'est le géant 6 pieds 5, 294 livres. Je dis n'importe quoi, il n'est pas si pesant que ça. Non, mais c'est une pièce d'homme. Le monstre qui va affronter l'Américain Jason Bergman, qui est encore une fois pas un client facile. 27 victoires quand même. Là. Chez les poids lourds, il y a beaucoup de KO qui se passent là. Fait que aller chercher 27 victoires, c'est quand même impressionnant. Pour le reste de la carte, il y a Vincent Thibault, le petit gars de Québec, qui va faire son 8e combat. Kim Clavel, la petite fille de Montréal. Lexine Mathieu de Québec, ses débuts professionnels dans les 170 livres.
François Pratt de Trois-Rivières qui va se battre sur les 125 livres. Raphaël Courchaine de Saint-Hyacinthe de My Hood. Oh, attention. Puis Kémy Cloutier de Trois-Rivières aussi qui va se battre sur les 126 livres. Ah, mes confrères trifluviens sont Et voilà. en Ben action. oui. En fin de semaine, il y a eu de l'action aussi. Vous avez peut-être pas remarqué, là, il y avait le combat de Manny Pacquiao qui s'est affronté Adrian Broner. Une victoire assez sans équivoque de Pacquiao, qui, encore une fois, on s'entend que il y a encore des soupçons d'un combat encore comme Floyd Mayweather. C'est ça qu'on se demande. Là. Ça va-tu arriver, ce combat-là? Ben, écoute, il était là, On le veut. il était dans le vestiaire, il se Je promenait pensais dans que le Ric vestiaire. Flair arriverait sur le ring là, puis qu'il les inviterait les deux à quelque chose de... Si, ça a sonné, Ça a sonné, oui. Là, on s'excuse pour le speaker. Désolé, vraiment. Il y a des speakers qui ont lâché à la maison, on s'excuse. Olivier... Quand on parle de Ric Flair, moi je viens assez... Parce que surtout aussi que Mayweather s'est remis sur la map là, avec son combat un peu ridicule, là, mais au moins il a montré qu'il est encore là. Ouais, puis il se tient dans les... Comme je te dis, il était allé voir Manny dans le vestiaire, il est allé dire allô, puis il était sur le ring pendant la présentation, Ouais. puis... et qui se tient dans les alentours, Il a puis dit- Adrian Broner qui est allé faire un fou de lui-même après l'entrevue post-combat sur le ring avec l'animateur qui lui a posé des questions comme comment tu penses que tu t'as... Puis lui était convaincu d'avoir gagné. Tu sais, quand tu parles de quelqu'un qui est capable de s'auto-analyser, là, Ouais. qui est capable de se regarder dans le miroir. Après avoir Tu sais, mangé une coupe de claques à la gueule, là. tu sais, j'ai clairement gagné ce combat-là quand t'as des rounds de 4 landed sur... En tout cas, tu sais, on C'est parle pas, c'est pas donné à tout le monde, hein, de Non. l'autocritique. Non, on parle à Caroline Néron, c'est pas mal le même genre. Ouais, ça ressemble à ça. oui, Même oui. combat. Fait que, ouais, Adrian Broner, en tout cas, on espère que c'est probablement une de ses dernières fois dans un ring d'envergure avec une auto-analyse comme celle-là. Oui, là. Je oui, pense oui, qu'on oui. peut dire que ça va être correct. Merci, Oui, Adrian. tout à fait, oui. Et puis, c'était pas mal tout. T'as plus de notes, hein, c'est ça, hein? Ben, on arrive là, plus c'est de le temps, de toute façon. temps que le DJ Charles Bussière-Hamel nous change le thème. On est revenu avec Benny Hill parce qu'on trouve ça plus amusant. C'est plus le fun. Puis on a besoin de vous dire qu'on vous remercie d'encourager ce podcast en partageant massivement. Allez également liker la page de la première ronde sur le chat, Oui, là. comme là. Ou là. Maintenant, tout de suite. Direct là. Ah, on vient de le voir monter, merci. Pour de la nouvelle fraîche 24h sur 24, including et tout, un code d'éthique qui n'est pas à négliger. Non, monsieur. Vous pouvez d'ailleurs écouter ce podcast en même temps que vous faites brûler la nouvelle chandelle lancée par Poulet Frit Kentucky, super fragrance de sauce gravy qu'on vous dit. Yeah. Je pense que t'as fait le tour des odeurs de chandelle quand t'es rendu avec la sauce brune grisâtre du colonel. Ça sent bon. Moi, je sais pas, là, rendu là, je me fais une chandelle montagne au dégel parce que ça va te rappeler la fameuse odeur fantasmagorique du gros tabarnak de Labrador qui a chié dans ta cour arrière tout l'hiver. Ah ben oui, pourquoi pas. C'est romantique comme chandelle. Sinon, les idées de chandelle... Chandelle, une chandelle de mon entreclouche, sûrement, Charlie. Ouais, la fameuse entreclouche. Ça sent quand même ça sent le printemps. C'est musqué. Oui, musqué. quand même. Et du côté de Charles... Moi, tu vois, la chandelle. j'aimerais. Il y a la fragrance Jack Strap d'Antiniemi. Ah! Oui, Pour- Avec un arrière-goût de vodka, de ça. votre cas. Ben, en fait, c'est pour ça qu'il le porte pas, c'est parce qu'il va capable de le sentir. Ah, il y a ça. Puis on sait qu'il s'est fait éclater la vessie lors d'un lancer durant une pratique avec Shea Weber. Oui, Il y a peut-être une urinothérapie à faire avec ça aussi. Voilà. c'est un mélange de tout. Sinon, une chandelle pour nous rappeler les fameuses excursions champêtres en skidoo à contre-cœur avec une chandelle fragrance gasoline et purin de cochon. Ah! oui. Ah ben oui. C'est champêtre. Je me demande comment ils ont pu mettre ça dans ce petit truc qui brûle. C'est ça la magie. À contre-cœur, tout se peut. Fait que, sinon, merci à Ben oui. notre invité cette semaine, Jonathan Paré. Merci à mes deux co-animateurs, Charles Bumel-Assière et Olivier Daigneault. Le plaisir a été pour nous. Oui, et merci à nos 94 auditeurs. On va en nommer quelques-uns comme d'habitude. On Comme fait d'habitude, du on name fait tout le temps dropping. On a stalké vos Facebook. Fait que si vous pouviez mettre ça public, ça serait gentil. Ouais, mettez-en plus de stock, on n'a rien à dire sinon. Fait qu'on a Guillaume Morin qui cite Gandhi sur son Facebook. Quand même. C'est bois comme si tu devais tomber dans le coma éthylique demain. Et voilà, c'est en plein ça. Je l'ai peut-être modifié un peu. Ça ressemble, c'est la même affaire. Partage beaucoup de concours pizza et accessoires de plein air. Passe Ouais. de saison, glissade de neige. on Ah, va- mais des trucs gratis, c'est des trucs gratis. hein. Saint-Jean-de-Mata. Donc, Pas de traiter de cheap, là, mais. c'est ça. Fait que si tu pouvais partager notre podcast, ça serait apprécié. Je suis aussi capable, je suis sûr. Il n'y a rien à gagner, par contre. Non, ouais, non, Ben, de non. la gratitude. Ah ben oui. Ben, on a William Boucher-Goyette, un millénium apparemment. Ouais, de toute évidence, avec son nom. Ah oui, et amateur de vélo.
William, pas Millennium, là, c'est... Exactement. On a un amateur de recyclage. Ouais, on fait attention à ce qu'on met dans le bac. On a aussi du Block Shop. On savait pas c'était quoi. On a checké, puis ça a l'air le fun. Ouais, merci à toi parce que... On y va, là. Ouais, on veut s'inscrire. Un On mur s'inscrit. d'escalade pour ceux qui ne Clairement. savent pas. On a Philippe Antaya, un ami de ça? Charles. Antaya, Philippe. C'est pas un- C'est Philippe, mais... Le mur, il a pas fonctionné, c'est quoi, le Philippe? Non, ça n'a pas marché. Il a passé. Il est passé avant. Non, il a passé avant, mot de chance. Puis, c'est... il se tient que des gens qui mangent des cheeseburgers. Ben ouais, on sait. Il y a pas de... Mais son Facebook manque de jus un peu. Ouais, lui, c'est lui qui nous a déçus le plus dans Ouais, tout ça. quand même. Là. Et aussi également qui nous écoute à chaque semaine, on a Ryan Reeves et Brittany Larson. Brittany Larson qui nous écoute. Hi, Brittany. Hi, Brittany. Hi, Brittany. Ah, donc, n'oubliez pas d'écouter ce podcast avec une bonne tisane au crack. Merci beaucoup. Au revoir.